C'est toujours sur les routes de France que l'on se retrouve pour parler aujourd'hui d'un produit de saison, les coquillages. Alors dans la cuisine, on entend par coquillage les fruits de mer et particulièrement les mollusques bivalves, c'est-à-dire à deux coquilles, comme les moules, les huîtres ou les coquilles Saint-Jacques pour les plus populaires. Et c'est à ces trois espèces que l'on va s'intéresser en priorité aujourd'hui, même si je vous réserve une petite surprise avec un coquillage que l'on connaît moins, mais lui aussi tout aussi délicieux, l'ormeau, que l'on découvrira tout à l'heure. Alors les coquillages dans la cuisine, ce n'est pas nouveau. En 2011, on a même retrouvé des restes de coquillages indiquant que l'homme de Néandertal consommait des fruits de mer. Des fruits de mer qui sont bons pour la santé et qui apportent de l'iode, du magnésium, des vitamines. Alors profitez-en, c'est le moment pour faire le plein, c'est la saison. Ce voyage nous emmènera cuisiner tour à tour une éclate de moule, une fricassée de bernic, vous savez les petits chapeaux chinois. Oula, tout de suite là comme ça, hein? Oh, donc ça se cuit pas, ça? Faut pas le cuire d'abord? Mais aussi les huîtres, en essayant de s'y retrouver dans toutes les espèces typiquement françaises. Avant, comme je vous le disais, de découvrir l'ormeau qui se pêche à Plouguerneau. Alors ça, c'est un bel ormeau sauvage. Celui-là, il doit avoir 8-9 ans à peu près. Des fois, on appelle ça des steaks d'ormeau tellement ils sont gros. Alors à la fin de cette émission, comme d'habitude, vous retrouverez un chef qui se mettra à votre disposition pour cuisiner une recette de chef, mais une recette très facile, astucieuse et bluffante. Aujourd'hui, ce sera Jean-Marie Baudic qui cuisine comme personne les coquilles Saint-Jacques. Allez, c'est parti pour notre tour de France des coquillages et fruits de mer. Avec la Vendée en prenant le large vers l'île de Noirmoutier, qui sera mise à l'honneur pour ses bernics. Nous arpenterons les côtes bretonnes à Plouguerneau, où l'on découvrira un élevage d'ormeaux, à Saint-Brieuc où l'on cuisinera de la Saint-Jacques, à Cancale, le fief des huîtres plates. Nous quitterons quelque temps les embruns marins pour l'Oise et précisément Méru où l'on travaille encore la nacre. Nous repartirons vers la Méditerranée où du côté de Montpellier on produit des huîtres avec une technique plutôt étonnante. Et pour rester dans le thème, un crochet dans le bassin d'Arcachon s'imposera avant de remonter vers l'île de Ré pour cuisiner des moules. Et enfin, direction Charron, juste au-dessus de La Rochelle, pour découvrir ces fameux mytiliculteurs qui élèvent des moules dites de bouchot. Vous les connaissez ? Avant tout, ce qui fait la particularité de ces moules, c'est leur mode d'élevage. Les naissins sont fixés sur des cordes, elles-mêmes enroulées autour de pieux, les fameux bouchots, sur lesquels les moules vont pouvoir se développer. 2 fois par jour, au rythme de la marée, le site mythilicole se découvre. Et pour nous en parler, nous avons rencontré Benoît Duriveau, qui travaille en équipe, bravant vents et marées. C'est une vraie forêt de pieux de chêne qui a été piquée dans la mer. Nous, mon frère et moi, et les gens de ma génération, on est les 5e descendants des mytiliculteurs, des premiers boucheleurs qui cultivaient les moules sur les bouchots. C'est une technique d'élevage qui est spécifique en France. On est des éleveurs, on est des paysans de la mer. J'avais un collègue qui disait qu'on a des vignes marines. Les moules vont pousser en grappes et nous, notre travail concrètement, c'est de mettre des pieds de vigne, de retirer l'excédent des grappes de raisin et de les travailler toujours pour qu'ils arrivent à maturité au top. Nous n'avons pas, pour la moule de bouchot, de moule d'écloserie. On revendique du 100% naturel. C'est ce qui fait aussi que tous les coquillages, les petites larves qu'on va venir poser sur les pieux de bouchot pour l'année prochaine, qu'elles soient dans les restaurants, sont notre production à 100% naturelle. Donc la moule de bouchot, spécialité traditionnelle garantie, ça garantit que pendant entre 6 mois et 1 an, les moules seront sur un pieu. On sème et on récolte en même temps. C'est un métier qu'on adore faire, et nos gars aussi. Donc, La récolte des moules enfin terminée, un premier tri peut être effectué à même le bateau. les moules de bouchot donc, sont sur les pieux, et après tu as les moules de filière. Donc une filière, c'est en pleine mer. La différence avec la moule de bouchot, c'est que jamais la moule ne verra le jour. Donc elle va toujours être en opération de filtration, ce qui fait qu'elle va grossir plus vite. Et elle va avoir normalement un taux de chair supérieur en début de saison. Sachant qu'on la récolte de juillet à mars.
Retour à quai pour le déchargement, les moules partiront ensuite chez les poissonniers et les restaurateurs, et même parfois, quelques habitués viennent se fournir directement à la source. Et voilà, cher ami. Le compte est bon. Oh, c'est gentil. 60 000 tonnes de moules de Bouchot sont produites tous les ans par environ 1200 mytiliculteurs. Des moules qui sont devenus en mai 2013 le premier produit français à être enregistré spécialité traditionnelle garantie au niveau européen, les protégeant ainsi des fraudes. Prête-moi ton petit seau. Tcha tcha tcha. Tu prêteras ta petite pelle. Oui. Tcha tcha tcha. Pour aller pêcher. Pour aller pêcher. Des moules. Des moules, vraies moules. Allez, on ne va pas très loin, puisque nous restons en Charente, mais cette fois, direction l'île de Ré. En France, une récente étude montre que chaque habitant consomme en moyenne 3 kg de moules par an. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en mange au moins le double. Alors, il y a 1001 façons, évidemment, de manger ces fameux coquillages à la marinière, à la crème, crue, avec des saucisses, pourquoi pas, au vinaigre. Mais il en est une qui m'a particulièrement séduite, une recette sauvage. C'est l'éclade, une recette typiquement rétaise, qui, vous allez le voir, est assez spectaculaire. Et pour cela, c'est avec Franck que j'ai rendez-vous à l'extrême pointe de l'île de Ré. Dans sa cabane du bout du monde, on vient déguster de délicieuses huîtres de sa production avec un bon verre de vin. Mais ce n'est pas son unique spécialité, on n'arrive pas chez lui par hasard. Bonjour Franck, moi c'est Julie. Enchanté. Bonjour, c'est incroyable ici. Ah, c'est un endroit magique. J'avais repéré cet endroit depuis Ah ouais, très longtemps. faut dire que c'est incroyable. Il c'est était vraiment abandonné et en fait je me suis retrouvé là. C'est quand même un endroit assez rêvé. magnifique. Il est chouette mon bureau. Ah ouais, Hein ça fait rêver. Pas mal. C'est donc en plein air que Franck va me faire découvrir comment cuire des moules à sa façon. Premier objet de grande importance, une planche en bois. T'as 4 petits clous. Ça sert à quoi ça? C'est pour caler les premières. En fait, essaye de les caler comme ça au début. Comme ça là? Voilà. Et après, tu continues comme ça. Ah d'accord. Eh, c'est un peu un jeu de Mikado quand même. Hein. C'est un jeu de Mikado, effectivement. On va déjeuner quoi, vers 17h30 là à peu Mais près? non. C'est un jeu d'adresse. Hop. On va recouvrir tout ça d'aiguilles de pin. Ah d'accord, et tu mets le feu aux aiguilles? Et après, tu mets le feu aux aiguilles. Et ça ne cuit que comme ça? Ça ne cuit que comme ça. Mais tu sais, à la base, cette recette, Ouais. ici sur l'île de Ré, c'était fait sur la terre des marais, en fait. Ah oui? Ouais. Ça s'appelait la terrée. La C'est terrée. le même principe que ça, sauf qu'ils mettaient ça directement sur la terre, les aiguilles de pin, et ils mettaient le feu dessus. Bon, maintenant, pour des raisons un peu plus pratiques et peut-être un peu plus sanitaires, ouais. on met ça sur une planche en bois. Mais ça, c'était la version rétaise de l'éclade. Ouais, la terrée, exactement. C'est marrant. Exactement. Vous qui nous regardez à la ville, évitez de faire cette recette dans le salon. Les enfants, les adultes, tous ceux qui nous écoutent, ça n'est pas la bonne idée. Pour notre éclade, il nous faut donc une solide planche de bois et 4 clous, 1 litre de moule de Bouchot, une belle brassée d'épines de pin bien sèches et surtout de la patience pour dresser ce plat aux allures de puzzle. C'est beau, c'est incroyable cette métamorphose là tout d'un coup. Ben voilà, Tu vois, la cuisson est terminée. c'est cuit. Bah, dis donc, t'as du souffle toi. Ah oui, et dis donc, on voit bien qu'elles ont brûlé. Hein. On y va? Bah ouais, on y va. On la prend? Donc l'idée, c'est d'ouvrir sans mettre de la coquille dedans. Voilà, tu souffles un peu dessus. Je souffle dessus après. Oh ouais, c'est fumé, dis donc. Incroyable. On a l'impression d'une moule grillée au barbecue. En tout cas, merci, c'était super. En De plus, ce que rien. j'aime bien, c'est que ça se mange avec les doigts. Tu te régales? Une superbe découverte et une recette à absolument refaire en famille et entre amis. I'll never quite understand why we love to carry on wars as we do. Allez, on quitte notre ostréiculteur spécialiste de l'éclade. Et justement, après les moules, les huîtres. Et là aussi, les Français sont des champions. On en produit près de 130 000 tonnes par an, 1/6 de la consommation mondiale. Et figurez-vous que la majeure partie de notre production est consommée chez nous. C'est vous dire si on aime les huîtres. 50% de la production annuelle est écoulée durant la période des fêtes de fin d'année. Il faut dire que la saisonnalité de cette perle des coquillages le justifie. Et si la majeure partie est représentée par l'huître creuse, il en existe plusieurs sortes, surtout plusieurs techniques d'élevage.
en fonction des régions. Et vous allez voir, ça n'est pas si simple de s'y retrouver. Ce qui caractérise avant tout chaque variété d'huîtres, c'est leur goût, marqué par les spécificités de leur terroir, ou plutôt de leur miroir. En effet, les huîtres produites en Bretagne ou dans la Manche sont généralement plus iodées et plus salées que celles élevées dans les eaux plus clémentes de Marennes-Oléron, de Vendée ou de l'étang de Thau. Quant au bassin d'Arcachon, c'est le premier bassin naisseur en France et qui fournit en essaim naturel la plupart des bassins ostréicoles. J'y ai justement rencontré l'un des 350 ostréiculteurs, et pas des moindres. Allez, je vous le dis, c'est un bon copain. Mais je pense que vous le connaissez aussi. C'est Joël, 6e génération d'ostréiculteurs dans la famille. Joël Dupuche, connu au-delà du bassin depuis sa prestation émouvante dans le film de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs. Comment tu vas? Ça va mon Ça va Joël? de te voir, c'est le rayon de soleil. Ah, ça fait plaisir. Bienvenue sur le bassin d'Arcachon. Merci. Qu'est-ce que c'est beau chez toi? Eh bien, viens, on va voir. Allez, T'amènes. tu m'amènes en bateau? Ouais, on va aller regarder les petites huîtres. En route. Allez. Alors là, qu'est-ce que tu sors? Ça, c'est une poche de 30 mois. 30 mois. Celles-là ont 30 mois. Voilà, tu vois ces huîtres qu'on a mis à l'élevage il n'y a pas très longtemps. Elles sont pas très grosses, hein? Non, c'est des petites, justement. C'est-à-dire les jeunes huîtres, quand une huître naît, c'est gros comme le quart d'un ongle. Ah oui? Mais comment ça naît une huître? Alors, les huîtres, dès qu'il y a un pic de température, un choc thermique, les femelles pondent. D'accord. Et donc, les femelles lâchent des filaments dans l'eau qui partent au gré du courant. Et dès que les mâles... Il n'y a pas de contact? Il n'y a pas de contact. Et dès que le mâle, par le stimulus sûrement des femelles, à un moment se met à claquer, mais vraiment, il claque de la coquille, et il envoie des nuages de lait Ah oui? dans l'eau. Et ensuite, les larves c'est se dans fécondent, dans voilà, l'eau ça que se ça féconde se- dans le milieu. Donc, Donc tu peux pas choisir le père de ton enfant? Non, pas vraiment. C'est une espèce de fiesta géante. Sur les 20 à 100 millions d'ovules pondus par une huître femelle, seuls 3 à 4 deviendront adultes. Pour les ostréiculteurs du bassin, c'est un travail titanesque qui commence alors. Les larves sont captées après la ponte sur des collecteurs où elles resteront accrochées 18 mois. Ce n'est qu'à cet âge que les ostréiculteurs transportent ces jeunes huîtres jusqu'au parc d'élevage, dans le bassin mais aussi sur l'ensemble des élevages français, pour grandir alors dans des poches. Donc là, tu les remets dans l'eau Ouais. et tu vas revenir à marée basse pour les tourner. Voilà. Plus de 3 années sont nécessaires pour faire grossir une huître. Un travail de longue haleine. Autre technique, plus au nord, en Bretagne, 2e région productrice d'huîtres en France et la première en ce qui concerne les huîtres plates. On dit que la culture de ces huîtres, les fameuses belons, a débuté dans la rivière du même nom. Et à Riec-sur-Belon, au sud-est du Finistère, j'ai pu croiser une famille d'ostréiculteurs depuis 3 générations. À sa tête, Anne de Belon, ça ne s'invente pas. Aujourd'hui, l'appellation belon concerne toutes les huîtres plates bretonnes. Et je me suis rendue un peu plus à l'ouest, à Cancale cette fois-ci, véritable foyer ostréicole de Bretagne, labellisé site remarquable du goût, avec son marché aux huîtres ouvert toute l'année sur le port, à quelques mètres des parcs ostréicoles. J'y ai rejoint Gilles Goudet, éleveur d'huîtres, qui se partage 350 hectares avec une quarantaine d'ostréiculteurs. Vous produisez à la fois des plates et des creuses? Alors creuse, qu'on appelle la gigasse, hein, Ouais. c'est celle qu'on trouve le plus. Et évidemment, la Belon ou Cancale est le centre le plus important en France. Alors la Belon, elle tient son nom de la rivière? Exactement, mais C'est l'appellation Belon, c'est pour la plate bretonne. Générale. Ah, Voilà. d'accord. Mais au départ, il n'y avait que des huîtres plates. À Cancale, oui. C'est ça, mais C'était des même bancs d'une naturels. façon générale. Des bancs naturels, Les bancs naturels, c'était des huîtres sauvages, C'est quoi. Ici, elles poussent en pleine mer, les Évidemment, plates. oui. Toujours. en eau profonde. En eau profonde, d'accord. Et il y en a encore des sauvages? Vous les Il y en a consommez? toujours, heureusement. Ouais. Évidemment, oui, oui. Il y a le fameux pied de cheval, qui est la même chose que ça, mais qui a minimum 12-15 ans. 12 ou 15 ans? Hum. Une huître, Ah, donc pour faire un plate bon- de ah 12 oui. ou 15 ans. Oui, oui. Les plates, ça représente une faible proportion de la production, en tout cas en France en général. Oui, et puis elle a tendance à baisser aussi. Hein. À baisser, Donc, ah oui, bon, oui, pourquoi? des Elle est problèmes moins justement de naissain et on a Ah du oui. mal à produire assez pour le marché français, évidemment. Mais elles sont plus chères puisque plus rares. Oui, et puis c'est pas la même façon de travailler. C'est plus difficile. C'est donc, comme c'est en eau profonde, il faut un bateau, un équipage, du dragage. Comme les et- coquilles Saint-Jacques. un peu. Voilà, on maîtrise beaucoup plus la production de creuse Ah oui, qu'on peut faire sur la terre. sur un terrain découvrant déjà. Alors on se les goûte? Voilà.
C'est une huître creuse cependant que Gilles me propose de déguster, une giga. Elle est vraiment bonne, hein. Je veux pas te dire qu'elle a un petit goût de noisette parce que c'est ce qu'on dit toujours. En même temps, c'est vrai. Mais Tous les secteurs vont te le dire. bah oui, bien sûr. Mais c'est vrai elle est surtout pas trop salée. Elle est iodée et pas trop salée à la fois. Elle est à l'image de la baie. Ici, on a quand même la deuxième plus grande marée du monde, la première d'Europe. Et donc, tu vas retrouver le goût. Qu'est-ce que tu veux dire par la deuxième plus grande marée? L'amplitude. Ah, d'accord. Hein, on a 14,70 m, la plus grande est au Canada. Ah, je Donc, savais c'est-à-dire pas. que la baie se vide et se remplit 2 fois, 3 fois par jour. Et ça influence le goût des huîtres. Évidemment, puisque tu vas retrouver la force du courant, les sels minéraux, l'iode. Le goût de la marée, ça on ne l'avait jamais fait, mais ça me plaît beaucoup. Continuons notre voyage dans l'univers ostréicole, en Charente-Maritime maintenant. L'affinage est la particularité du bassin de Marennes-Oléron. Et justement, nous sommes allés découvrir les producteurs de l'une des huîtres les plus chères de France, la Gilardot. C'est Henri Gilardot, un jeune garçon de ferme illettré qui se passionna pour le fleuron de sa région, la Plate de Marennes, dès la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est la 5e génération de la famille qui perpétue ce savoir-faire. Et nous, c'est aux côtés de Laurent Vedrenne, directeur du site, que nous allons en apprendre davantage. On a des sites de production ailleurs, en Normandie, on en a en Irlande, on en a donc dans d'autres pays, mais aussi essentiellement en France. Toutes les huîtres qu'on va produire, une fois qu'elles vont être arrivées au stade de qualité que l'on souhaite, vont venir ici et c'est là où on va faire toute la partie finition sur nos huîtres, notamment tout le travail de vérification de la qualité pour assurer une huître plus parfaite possible auprès de nos consommateurs. Là, ce sont les huîtres qui ont 4 ans. Donc des huîtres très coffrées, très dures, très denses et avec un très beau taux de chair. 4 ans de méticuleuse attention pour apporter un goût encore plus prononcé et unique, alors qu'un élevage traditionnel prendra une année de moins. Les huîtres sont ensuite soumises à un tri drastique. Elles doivent être très rondes et en forme de gouttes d'eau pour l'aspect extérieur. Et à l'intérieur, voilà comment reconnaître les critères de qualité. C'est une huître qui est vraiment bien charnue, qui remplit bien la coquille. Ensuite, on va avoir la taille du muscle adducteur qui est ici, qui fait comme une grosse noix, un peu comme une noix de Saint-Jacques en fait. Et ici, cette partie-là qu'on appelle le manteau, qui est épaisse, donc qui est vraiment charnue. Et si on regarde dessous, on a une chair qui est vraiment compacte et ferme. On a décidé de graver les huîtres, donc on a posé notre logo qui est gravé ici parce qu'on avait la contrefaçon sur nos huîtres. Et la problématique majeure qu'on avait, c'est que les huîtres qui étaient mises à la place des nôtres étaient de qualité moindre. Au total, plus de 60 manipulations sont effectuées pour un goût moelleux et sucré. Délicieux. Et pour ceux qui ont la chance d'habiter à côté du site, un distributeur de bourriches d'huîtres permet de s'approvisionner 24 heures sur 24. On est en train de réfléchir à peut-être développer le procédé sur d'autres lieux. Très bonne idée. Eh ben, venez donc à Paris. Allez, dernière échappée dans ce vaste monde de l'huître, un peu plus au sud encore, du côté de Montpellier. Vous avez sûrement déjà entendu parler des huîtres de Bouzigues, variété creuse à la coquille marbrée, propre au bassin de Thau, cette lagune séparée de la Méditerranée par un cordon dunaire. J'y ai rencontré la famille Tarborièche, qui produit une incroyable huître rose. C'est Florent qui a mis en place un système ingénieux en 2006, permettant au coquillage de se développer progressivement en reproduisant le phénomène des marées au beau milieu d'un étang. Je me suis fait ce pari pendant 2 ans de faire, à l'échelle bien sûr d'une corde et à la main, sortir une huître de l'eau pour voir comment elle évoluait tous les jours, de les sortir de l'eau comme si l'eau partait, comme si elle subissait la marée. Et c'est vrai que dès les premiers mois, au bout de 6-8 mois, je commence à voir des caractéristiques de couleur, de forme, bref, de texture apparaître. Cette technique d'élevage, dite en suspension, est aujourd'hui mécanisée grâce à l'énergie solaire. Dans ces petits paniers bleus, dans ces petits triangles bleus que vous voyez là, on va y mettre des huîtres qui font entre 3 et 5 mm. Donc on va les faire pré-grossir pendant environ 6 mois. Ces bébés huîtres sont ensuite collés sur des bandes de filets dans l'atelier à l'aide d'un mélange de résine et de coquilles pilées. Les mollusques font corps avec les supports d'élevage avant d'être envoyés dans le second parc.
Il y a des vraies différences à l'œil, au regard, des vraies différences au goût, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on met quand même 3 à 4 ans pour arriver au résultat. Tandis qu'une huître de Bouzigues ou de Méditerranée, c'est une huître qui pousse en 12 à 18 mois. Un panorama des particularités régionales des perles des mers qui met l'eau à la bouche. J'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. Allez, il est temps de reprendre la route, direction la presqu'île de Noirmoutier pour s'attaquer à une recette ancestrale, peut-être même remonte-t-elle au moine Philibert. On va aller à la pêche, enfin à la pêche à pied, qui est la plus courante ici à Noirmoutier, et nous allons ramasser les berniques. Vous savez, les petits chapeaux chinois, vous les avez ramassés quand vous étiez petit. Eh bien oui, parce qu'ici, c'est l'un des rares endroits où on les mange, paraît-il cru, mais on en fait aussi des fricassés, des ragoûts. Ici, ils appellent ça le fricot de jambe. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être le patois local. Et c'est Catherine, qui est une vraie Noirmoutrine, qui va nous les préparer dans sa maison, au bord de la plage, le rêve. Mais avant cela, il faut d'abord récupérer les coquillages. Et pour cela, c'est Jo, l'un des amis de Catherine, qui m'attend pour une petite initiation. Et alors là, où es-tu? Hey Joe! Bonjour Jo! Gros vent. C'est en silence que Jo a décidé de m'accueillir. Vous parlez que le langage des berniques ou quoi? Pourquoi? Ah, il faut pas les réveiller. Oula. Ouais, tout de suite là comme ça, là? Oh. Donc, mais ça se cuit pas, ça? Faut pas le cuire d'abord? Oh, ça sent la mer, hein? On y est. C'est à la fois mou et très ferme. Quelle entrée en matière! Cette dégustation sans préambule ni palabre était sans doute la meilleure façon de me faire goûter les berniques vivantes. L'algue qui recouvre les rochers, c'est la nourriture du bernique. Voilà, parce que le bernique, il bouge pas, voilà. Ah ouais! Donc en fait, ce sont des coquillages qui se greffent sur les rochers. Et il voyage pas. Il voyage pas. C'est ils naissent là et ils meurent là. Il reste là, Ah et bon? puis c'est terminé. Derrière, il y a encore un petit truc là, dans la cavité. Qu'est-ce que c'est ça, Jo? Là, il y a un petit... comme une espèce de petit serpentin à l'intérieur. C'est le caca. Oh, mais c'est dégoûtant, vous m'avez fait manger ça? Mais non, mais je l'avais enlevé avant. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Faut avoir l'habitude. Vous la décollez, celle-là? Je la décolle. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand elle nous sent venir, elle se ventouse davantage encore à la roche. Donc il faut la prendre par surprise. Avant de décoller un peu quand la mer va monter. Est-ce que c'est contrôler la pêche des berniques? Non. Du tout? Non. Donc les vacanciers peuvent venir et pêcher autant de berniques qu'ils veulent? Exactement. C'est un seul des coquillages qui n'est pas limité. Qui n'est pas protégé. Et non, c'est pas gênant? Pas limité. Pas limité, c'est-à-dire qu'en fait, il se reproduit sans problème chaque année. Voilà, et puis ce qui se passe, c'est que les vacanciers, ils ramassent pas ça. En fait, ils viennent aux palourdes, ils viennent aux moules, même avec des brouettes, mais ça, ils ne courent pas dessus. Hop, ça y est. Oula. En moins de 20 minutes, nous remplissons notre panier et ramassons suffisamment de coquillages pour la recette de Catherine. On est parti. Ça y est, la pêche a été bonne. Ah, j'ai affaire à un Alors, as. comment que ça s'est passé? Impeccable. Bien. Oh oui, très bien. Ouais, très très bien. C'est une bonne pêche, ça, non? C'est une bonne pêche. J'ai été baptisée, hein, j'en ai mangé une crue, vivante. Vivante. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ça? Qu'est-ce qu'elle fait dans le ventre là? Oh non, pas de ça. Merci Jo. Et j'en aurai appris des choses avec toi. Allez, salut. Bon, on va te mijoter ça aux petits oignons, tu vas voir. Bon appétit. Merci. Nous laissons Jo retourner à sa pêche pour nous attaquer à la préparation de ces berniques. Ce qu'on enlève, c'est la tête. La tête, c'est la partie rouge là, comme ça. Voilà, c'est ça. On fait le tour. Et voilà. Alors tu Donc, détaches la bien bernique. le pied. On détache bien, voilà. Il faut bien la détacher. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est ça, hein, sur le Tout à fait, sommet. oui. Ah oui, là, je comprends mieux ce que j'ai mangé, parce que tout à l'heure, je ne savais pas exactement ce que c'était. Ben oui. Donc, en fait, la partie que j'ai trouvée plus ferme, c'est celle-là. Oui. Et la partie plus en dessous tendre, que c'est plus l'autre tendre. côté. Voilà, exactement. Là, c'est plus tendre. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu mets comme ingrédient?
beaucoup de beurre. Faut pas dire que le ragoût, c'est léger. C'est la bernique, il faut nourrir la bernique. Voilà, exactement. Pour cette fricassée, nous épluchons 2 oignons et 2 carottes. Et Catherine met les légumes coupés finement à revenir dans du beurre avec les berniques. Tiens, t'as entendu le bruit là? J'ai entendu, oui, comme un petit pop. Ouais. Et alors? Voilà, quand ça commence à faire ça, on peut dire que c'est bon. Voilà. Et alors là, on arrête, ça y est, on a Alors fini? là, on met la farine. Alors comme ça? Oui. Pour donner un peu d'épaisseur. Rajoute Encore, un petit peu. à 2 voilà. bonnes cuillères alors. Voilà, 2 bonnes cuillères, exactement. D'accord. Ça sent très bon. Ça sent toujours très bon. Et là, Moi, ça je ne trouve sent absolument pas la mer. C'est ça Alors, qui est drôle. voilà, oui, ça oui. sent un peu l'amande grillée. Je sais pas. Ah si, ça a un côté. Alors voilà, et c'est là qu'on met l'eau. L'eau. Ah bon, l'eau. Voilà. Ah bah l'eau. Ah, tu mets beaucoup d'eau. Voilà. Ben oui, parce qu'il faut avoir la place pour les pommes de terre. Ah, tu mets des pommes de terre, forcément. Voilà, ben oui. Noirmoutier égale pommes de terre. Égale pommes de terre. Alors, à partir du moment où on a mis de l'eau, combien de temps est-ce qu'on attend? Alors, c'est là que je laisse mijoter à peu près 1 heure. Bon, bah pendant ce temps-là, moi, je vais écrire la recette. Voilà. Pour la fricassée de bernique façon Catherine, il vous faudra ramasser un bon kilo de bernique, ces coquillages en forme de chapeau chinois, 2 oignons, 2 carottes, 50 g de beurre demi-sel, 3 cuillères à soupe rase de farine et 1 kg de pommes de terre à chair ferme. Dis donc, ça a complètement changé de texture. Hein, ça épaissit. On voit plus les oignons, ils ont bien... C'est presque une soupe, en fait. Oui. Alors là, à ce moment-là, on va rajouter nos pommes de terre. Les pommes de terre. D'accord. Et après, on les fait cuire un quart d'heure, tant que la pomme de terre soit bien cuite, cuite. oui. Hein. Et on retourne. Sur le feu. Et on laisse cuire encore. Toujours à feu doux? Toujours à feu doux. Le temps de la cuisson, nous en avons profité pour mettre la table dans le jardin, où nous a rejoint Gaston, le mari de Catherine. Aujourd'hui à la retraite, ce pur Noirmoutrin est intarissable sur son île, qu'il n'a jamais quittée, ou presque. Voilà le Eh ben, dites donc. Oui. Bon, Gaston était en train de m'expliquer qu'il était né à Noirmoutier, qu'il avait bien l'intention de mourir à Noirmoutier, même s'il va mourir dans 100 ans, Voilà. avec la bonne nourriture que vous lui faites, et qu'il était le plus heureux des hommes, avec des plats de la grand-mère. Les plats de la grand-mère, attention. C'est hein, bien voilà. d'avoir entretenu la mémoire de la grand-mère. Et moi, je dirais qu'elle le fait très bien. La grand-mère, la mère... Alors, on retrouve cette double texture, c'est-à-dire une partie un peu plus ferme, une partie un peu plus tendre. Mais ce qui me surprend, c'est vraiment le goût, justement. J'apparentais ça à des bulots parce que je me disais coquillage, un peu ferme, un peu caoutchouteux. Mais c'est un goût C'est un goût qu'on très subtil. Oui, voilà. L'étape du fricot de jambe est franchie, ça me plaît. On est très fiers de vous voilà, apprendre. Oui, voilà, c'est vrai me voilà éclairée je pensais pas gastronomiquement. qu'on allait un jour vous faire découvrir ça. Belle découverte que ces berniques, qui définitivement sont bien meilleures cuites que crues. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. Dès que le vent soufflera, je repartira. On a laissé derrière nous les côtes calmes du sud-ouest, les moules et les huîtres, pour rejoindre les rives plus froides de la Bretagne et la Pointe Finistère, à la découverte d'un mollusque étonnant, l'ormeau. J'ai rendez-vous là-bas avec un éleveur d'ormeaux qui s'est inventé son propre métier en quelque sorte. Ce chercheur en biologie marine a vécu 3 ans en Australie pour étudier le fameux coquillage, faire sa thèse et revenir s'installer en Bretagne comme éleveur d'ormeaux, ça existe. C'est d'ailleurs le seul en France et vous allez voir que Sylvain Huchette travaille d'arrache-pied pour mettre sur les tables françaises ce coquillage très fin et très savoureux. Allez, on démarre avec une partie de pêche. C'est précisément à Plouguerneau que Sylvain a installé son écloserie il y a maintenant 12 ans. Des ormeaux certifiés agriculture biologique, élevés dans des bassins d'eau de mer et nourris d'algues microscopiques avant d'être immergés en pleine mer à l'âge d'1 an. Pour le moment, c'est justement en pleine mer que nous partons, alors que les bacs sont relevés chaque mois pour nourrir ces gastéropodes marins. Ah, première pêche, on a un congre qui vit dans la cage, on la libère. On a reconstruit finalement le milieu naturel dans la structure. Ça se fait coloniser par plein d'invertébrés marins, donc au final ça finit par ressembler aux rochers. Allez. Les ormeaux, c'est des herbivores qui sont assez difficiles. Ils vont manger des algues, mais ils vont choisir les algues qu'ils vont manger. Là, ils ont faim.
ça c'est sûr. À chaque grande marée, à chaque fois qu'on peut, on le ramène à peu près dans une cage comme ça, on va leur amener entre 20 et 30 kilos d'algues. Ça par exemple, ils aiment beaucoup. Et ce qu'ils préfèrent, c'est les algues rouges. On a de très belles pièces en fait dans cette cage. Ceux-là ont 4 ans. On va les commercialiser et les trier d'ici peu. J'ai travaillé sur des élevages industriels en Australie, par exemple. Et en arrivant en France, je voulais absolument pas faire ce genre de choses. Je voulais vraiment prendre le contre-pied de ces éleveurs-là et montrer qu'on arrivait à faire autrement et aussi bien. On a des ormeaux qui vont être très tendres, une tendreté que l'ormeau sauvage ne peut pas avoir non plus. On a une production d'environ 5 tonnes à l'année. En l'occurrence, un élevage raisonné et de petite envergure face à des pêches qui se doivent d'être encadrées, notamment en ce qui concerne la pêche à pied. L'ormeau, c'est un animal qui est très protégé aujourd'hui. On a une pêche professionnelle en bouteille qui va prélever aux alentours de 60 tonnes à l'année en France. C'est moins que la truffe, hein, donc c'est vraiment pas beaucoup du tout. Et du coup, le prix de l'ormeau va être assez élevé. En effet, il faut compter un budget moyen de 60 € pour 1 kg d'ormeau. Un coquillage qui ne supporte pas les voyages, ce qui explique qu'il soit si méconnu en dehors de la Bretagne. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu absolument à le découvrir cuisiné. Et pour cela, direction Plouiders à 20 minutes pour rencontrer notre chef Nicolas Conrot à la tête du restaurant La Butte, par ailleurs une étoile Michelin depuis peu. Pour l'occasion, il a opté pour nous pour une recette aux influences asiatiques. Alors ça, c'est un bel ormeau sauvage. Il est sauvage à partir du moment où on a en fait cette petite bague qui est juste en fait témoin d'une récolte qui est faite par des pêcheurs en bouteille. Ça, c'est des pêcheurs en plongée. Celui-là, il doit avoir 8-9 ans à peu près. Des fois, on appelle ça des steaks d'ormeau tellement ils sont gros. En gros, on va tuer l'ormeau. C'est pas très sympathique, mais pour ça, on prend un petit couteau et on va tuer l'ormeau en mettant la pointe de couteau juste sur la tête et comme ça, il souffre pas. C'est comme ça qu'ils sont le plus tendres. Et ensuite, il faut tout simplement enlever l'ormeau de sa coquille. L'ormeau est débarrassé de son tube digestif et de sa tête pour ne garder que le muscle. On a quand même gardé un petit peu du savoir de nos grands-mères. L'ormeau, on le tape un tout petit peu pour vraiment l'attendrir. On va chauffer un bouillon de queue de bœuf, un petit peu corsé. Donc pour donner un petit peu de corps à cette recette, un petit peu d'onctuosité, on va tout simplement couper du foie gras cru et on va se faire des petits dés qui vont cuire instantanément à partir du moment où on va verser le bouillon chaud dessus. Ça va être poché. Hop. On va cuire l'ormeau. Le plus simple, c'est d'utiliser du beurre clarifié. Donc voilà, c'est vraiment un beurre qui est clair en fait, hein, on dirait presque une huile. Et là, on va tout simplement frire l'ormeau. Tout ce qu'on veut en fait, c'est lui donner un petit peu de couleur comme ça là. Plus on va le laisser reposer, plus il va s'attendrir encore, même après cuisson. Le temps de faire sauter dans du beurre demi-sel quelques shiitakes émincés. On va les faire un tout petit peu colorés. L'ormeau est alors découpé en cubes, dressé au fond de l'assiette. On y dépose le foie gras, les champignons, de la citronnelle très finement émincée, du gingembre et enfin un peu de coriandre. La coriandre va vraiment apporter de la fraîcheur à l'ensemble. Et on finit en fait pour justement pocher ce foie gras par verser le bouillon généreusement. Voilà, donc là on obtient un plat qui est fort en épices. Une recette à reproduire urgemment. Il existe de nombreuses façons de cuisiner ce coquillage. Justement, Nicolas propose à la carte la recette de sa grand-mère, quelque peu revisitée. Un ormeau cuit dans du beurre avec des échalotes et des algues rouges. Et un dressage de chef. Ça, on est vraiment dans la tradition en fait. Merci Nicolas d'avoir partagé ses recettes et astuces. Ne reste plus qu'à trouver un bon fournisseur d'ormeaux près de chez vous. Who wants to be right as the rain is better when something is wrong? You get excitement in your bones and everything you do. On va à présent traverser la Bretagne de part en part, si je puis dire,
pour rejoindre cette fois les rives de la Manche et la baie de Saint-Brieuc. On prend la route de Saint-Quay-Portrieux pour embarquer avec Jean-Michel qui est pêcheur. Et en l'occurrence, nous allons pêcher des palourdes et pas n'importe lesquelles, puisqu'il ne s'agit pas des grises les plus courantes, qu'on pêche souvent à pied d'ailleurs, et que les plaisanciers comme vous et moi peuvent pêcher sur la plage, mais des palourdes roses qu'on trouve ici dans la baie de Saint-Brieuc. Elles sont très fines, très savoureuses paraît-il, et on les pêche en haute mer à 30 mètres de fond, à la drague. Alors c'est Jean-Michel qui va nous raconter ça parce que c'est un spécialiste de la pêche des palourdes roses. C'est de la mi-mai à la mi-septembre que Jean-Michel drague les fonds marins pour charger son chalut de ce coquillage assez peu connu sur le territoire français, contrairement à l'Espagne qui en raffole. La pêche à la palourde, c'est en fait une vraie usine sur mer. Les palourdes descendent à la machine ici qui tourne, qui va calibrer les gros et les petits coquillages. Tout ce qui est sable, les petits coquillages, ça repart directement à la mer. Et tout ce qui est trop gros coquillages comme les amandes vont redescendre ici directement dans le deuxième tuyau. On se retrouve ici sur la table avec des palourdes calibrées dans la machine, et puis après qu'on retrie à la main, vous avez des palourdes de taille commerciale. Les palourdes, on les pêche exclusivement en baie de Saint-Brieuc entre 20 et 40 mètres de fond, où se trouvent également les gisements de coquilles Saint-Jacques. On travaille dans des fonds que de sable en fait, il n'y a pas de roche, il n'y a rien d'autre, quoi. Le gisement a été fermé pendant 5 ans pour de la surpêche. Et on a fait quelques essais, puis au bout d'un moment, de 3 ou 4 années, c'est revenu. Et nous avons instauré justement un règlement pour pouvoir préserver ce gisement. Nous avons un quota de pêche de 7 tonnes semaine dans la baie de Saint-Brieuc. On peut comparer ce produit-là aux moules. On peut les consommer comme les moules, les cuisiner comme les moules. C'est vrai que c'est un produit qui change et la chair tient très bien à la cuisson. Donc on peut varier, on peut les manger crus, on peut les manger cuisinés, les faire juste poêler. C'est un produit qui est méconnu ou qui a disparu en fait des assiettes pendant un temps, que les gens connaissent plus ou connaissent pas. On pourrait comparer ça limite aux vieux légumes qui ont disparu de nos assiettes également et qui sont très tendance maintenant. Allez, on va se les cuisiner ces palourdes roses bien sûr. Et c'est d'ailleurs avec la complicité de Jean-Michel, notre pêcheur, que j'ai sollicité Alain pour une recette de palourdes bien à lui. Direction le marché des tables sur mer. Bonjour les amis. Bonjour, vous êtes Alain? Oui, je suis Alain. Bonjour Julie. Bonjour. Salut Jean-Michel. Le revoilà avec Voilà. ces belles palourdes. Alors là, du coup, elles sont prêtes à manger. Prête à manger. Merci. Ah, c'est super. Oui, dis donc, on voit qu'elle est bien charnue. Hein. Dis donc, c'est super bon. Ah, c'est extra. Hein. Surtout que nous, enfin, quand on n'habite pas le bord de mer, on les connaît surtout cuites. Voilà. Mais ça, qu'est-ce que Voilà, c'est bon. ben, c'est l'avantage Oh là là, de ce une coquillage, c'est qu'on peut le découverte. manger cru et le manger cuisiné également. Alors nous, on fait quoi? On en achète un peu à Jean-Michel et puis on va les cuisiner? On va se régaler, quoi. On va Ah faire bah, ça. tu m'étonnes. Ah, maintenant que je les ai goûtés crus, tu vas me les montrer cuites alors. Ouais. Merci. Voilà. Allez, Jean-Mich. Salut, Allez, à bonne bientôt. journée. Bon, tu passes livrer hein Ouais, je te Je livre demain t'emmène matin. avec ma voiture? Ah, si vous voulez, il faudra que je Ah vienne bah ouais, chercher mais la alors mienne, seulement si tu me tutoies. Hein. Ah ouais, Sinon, ça va pas marcher. Ah bah hein. oui, mais... Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord. No, I'm just a fool, and I love someone. Et voilà. Palourde à domicile, bonjour. Et nous voilà dans ton jardin. Ah, dis donc, t'as tout préparé, toi. Bah le oui. réchaud, le tablier. Tiens, hop. Alors toi, t'étais pêcheur auparavant. J'étais pêcheur, ouais, je faisais la pêche à la coquille et au poisson, au À chalut, la quoi. coquille Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va allumer le gaz pour commencer. Chapeau. Je sens que t'as fait ça toute ta vie, toi. Alors, en fait, t'as rien à faire. T'as coupé les oignons, t'as Ah coupé le bah persil, ouais, t'as mais on coupé peut en l'ail. éplucher en plus, À quoi hein, je c'est sers, pas- moi? On n'hésite pas sur le beurre salé. Chez moi, je peux faire cette recette avec des palourdes grises. Pareil. Peu importe. Mais D'accord. comme on irait jusqu'à la pâte grise au prix que ça coûte,
Elles sont beaucoup plus chères? Ah oui, il faut compter 4 fois. Ah ouais? Ah oui, oui. Mais qu'est-ce qui explique que celles-ci soient beaucoup moins chères? Elles sont moins bonnes? Parlons franchement. Pour nous, c'est son meilleur. Ah oui? Parce elles sont meilleures et elles sont moins chères. C'est dommage de se priver. Mais moi, excuse-moi, mais je veux bien les acheter, les palourdes roses. Les palourdes roses. Mais je les ai jamais vues sur l'étal de mon marché. Il n'y a pas assez de demande, donc les poissonniers ne vous en commandent pas. En dehors de la région le produit n'est pas connu de pêche. et le temps de faire connaître un produit. Et en même temps, c'est pour ça que je suis là. Hein. Voilà. En fait, la vérité, c'est comme ce sont les meilleurs, vous les gardez pour vous. Exactement. C'est ça. Pour parfumer notre persillade, nous faisons revenir un peu d'oignon émincé et de persil haché. Comment t'appelles cette recette? Bon, à la marinière, c'est tout simple. C'est comme les moules alors? Voilà, comme Parce que les tu moules. vas mettre du vin blanc? Voilà, je vais mettre du vin blanc. D'accord. Attends. On fait réduire un peu. Ouais. De façon à ce que l'oignon cuise bien. Attends, parce que je vais essayer de faire rempart de mon corps pour que le vent n'atteigne pas la flamme. On dirait à Julie de mettre les palourdes. Eh ben voilà, Voilà. hein, on va lui dire. Voilà. Allez, vas-y, ma grande. Vas-y, Julie. Balance. On remue un peu. Alors là, il faut faire ça à feu vif. Hein. Ah ouais, ouais. On couvre. Et voilà. Pour voir la vie en rose comme Alain, pour 4 personnes, nous prendrons 2 kg de palourdes, 1 oignon et demi, 2 gousses d'ail, un petit bouquet de persil, 2 verres de vin blanc sec, 150 g de beurre salé, pas moins, et du poivre. À peine 5 minutes de cuisson suffisent aux palourdes pour s'ouvrir. C'est au chaud, sous la véranda, à l'abri du vent, que nous décidons de savourer nos coquillages. C'est bon, c'est fin. Ah ouais, c'est délicieux. Mais tu sais ce qui m'étonne? Par rapport au moule, par exemple, c'est beaucoup moins acide. Parce qu'en fait, on a l'impression que le coquillage est sucré. Alors que t'as rien mis qui soit sucré. Bon, l'oignon un peu, mais c'est tout. Mais c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est bon. C'est drôle parce que c'est complètement autre chose par rapport à la palourde crue. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est comme celui qui mange des prés, les prés farcis, c'est pareil. Ouais, c'est beaucoup moins iodé. Nous, mais la près, on la c'est mange pas crue. sucré. Hein. C'est trop... C'est bon. On est d'accord que ce qui fait la différence, je ne minimise pas ton talent de cuisinier. C'est la fraîcheur. Mais c'est quand même, voilà. C'est la veine qu'on a ici. Ouais, ouais. Ça va, c'est pas trop dur la vie? Non, non, voilà, c'est... C'est votre quotidien. Eh ben, tu sais quoi? À la santé des pêcheurs et des gourmands. Let's dance, little stranger. Show me secret sins. Love can. On parlait des ormeaux tout à l'heure et de la nacre de leurs coquilles. Eh bien, figurez-vous qu'il fut un temps où l'on travaillait beaucoup ce matériau et de nombreux artisans vivaient de la nacre. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus. Les boutons de chemise en plastique ont remplacé les boutons de nacre et il est difficile de gagner sa vie avec ce savoir-faire. Pourtant, il est un petit village où l'on en fabrique encore. Un village qui, bien loin des côtes bretonnes, a construit sa réputation autour des boutons et de la restauration des pièces de nacre. C'est Méru, dans l'Oise. On y trouve d'ailleurs le dernier musée de la nacre et le dernier atelier français de fabrication et de restauration de ce matériau. Je m'y suis justement rendue pour rencontrer Virginie, boutonnière et guide au cœur de ce musée vivant, dans ce berceau de l'activité tabletière où 10 000 personnes exerçaient encore le métier dans les années 1900. On y fabriquait aussi bien des dominos que des boules de billard et évidemment des boutons, le plus souvent à partir de coquillages XXL, venus parfois de contrées lointaines. Tous nos coquillages vont venir des mers chaudes, puisque c'est là qu'on va trouver les plus gros coquillages. Par chez nous, ils sont un peu trop petits. L'atelier est toujours équipé de machines d'antan, actionnées par un système de poulies. Le coquillage est d'abord découpé en petits pions qui sont lissés avant de leur donner leur forme définitive. Et voilà notre bouton. Je trouve que la nacre est une matière très belle à travailler. Donc c'est un métier qui est très plaisant. Alors ces techniques, je les ai apprises grâce à Jackie, notre boutonnier, donc, qui a appris à faire les boutons dès l'âge de 14 ans et qui continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus un travail de commande. Cette activité a disparu, l'activité du bouton de nacre, tout simplement parce que le plastique a fait son apparition à partir des années 50. Et puis, petit à petit, malheureusement, la concurrence étrangère aussi va faire que
nos petites entreprises, elles vont mettre la clé sous la porte. Au cœur du musée, un atelier de restauration œuvre avec minutie à l'entretien d'objets de collectionneurs et de particuliers. Et la relève est assurée grâce à de jeunes spécialistes comme Stéphanie. Je travaille sur un éventail en nacre qui est donc détérioré à cause du temps. Donc la monture est cassée et donc je reforme les brins comme ils étaient à l'origine. Quittons l'Oise pour reprendre le voyage, retour en bord de mer, en Bretagne. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Alors on a vu les moules, les huîtres, et pour compléter le podium, il nous reste à découvrir les coquilles Saint-Jacques. Les moules représentent 67% des coquillages achetés par les Français, les huîtres 11%, c'est plus cher bien sûr, et les coquilles Saint-Jacques qui se placent donc en deuxième position avec 18% des fruits de mer consommés par les Français. Alors il y a principalement deux régions de production, si on peut dire, la baie de Somme et la Bretagne Nord, la baie de Saint-Brieuc. Alors, quoi de mieux que de demander à un chef local, en l'occurrence Jean-Marie Baudy, qui démarre le métier auprès de Patrick Geffroy, éminent maître en 1991, et il travaille dans des maisons prestigieuses comme celle de Pierre Gagnère ou encore celle d'Hélène Darroze. Et en 2002, il a besoin de retrouver ses racines, sa terre, ses produits, et il retourne travailler en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc. Et je lui ai demandé donc de travailler ce produit noble qu'il connaît si bien, la coquille Saint-Jacques, en y mettant toute la subtilité qui est la sienne et que la coquille mérite. De la plage ensoleillée. Bonjour Julie, aujourd'hui on va faire une recette autour de la Saint-Jacques, le produit phare de la baie. Donc on va la travailler aujourd'hui à la vapeur d'agrumes. J'espère que ça va te faire plaisir. Ce que j'appelle la vapeur d'agrumes, c'est en fait un mélange de sel, un peu d'épices en grains, style coriandre, cumin, aneth, avec de l'orange, du citron vert, du citron jaune, que je mélange ensemble, un peu de piment. Et ce sel-là, je le laisse mariner minimum 10 jours. Cuisiner avec Jean-Marie, c'est au passage l'occasion de récupérer quelques bons conseils pour bien choisir ses Saint-Jacques. Déjà, il ne faut pas qu'elle soit blanche. Ça veut dire que la noix, en fait, elle a été dans la glace. Donc en fait, du coup, elle a pris l'eau. Nous, une Saint-Jacques, il faut qu'elle soit translucide. Et c'est parti pour la recette. Le sel aromatisé et mouillé avec un peu d'eau pour la vapeur est déposé dans le fond d'une sauteuse. Puis Jean-Marie se lance dans un atelier manuel avec son papier de cuisson. La vapeur va ressortir sur les côtés et va retomber sur les aliments sans les brusquer en fait. On va prendre quelques butternuts. La garniture va elle aussi cuire à la vapeur, des cubes de courge butternut relevés d'un filet d'huile d'olive, étonnant pour un breton. L'huile d'olive va apporter un peu plus de saveur, un peu plus de rondeur dans ma recette en fait. Et puis c'est ce petit côté suave que n'a pas le beurre. Pendant la cuisson de la courge, le chef fait infuser de l'ail dans du lait avec des pousses de cresson pour une sauce qui égayera l'assiette, puis blanchit des épinards dans de l'eau bouillante. C'est les épinards qui vont même épaissir la sauce, vont donner le liant. Des épinards rapidement jetés dans l'eau gelée pour fixer leur chlorophylle. Et puis maintenant, on va mixer les deux ensemble. Hop. Nous avons une sauce bien homogène, jolie. Jean-Marie ajoute à sa garniture un oignon rouge émincé et du chou pak choy qui vont également cuire à la vapeur. C'est une variété d'Asie. C'est un chou, on va dire des feuilles de chou douces. Voilà. Donc on va aussi le mettre dans la vapeur. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à nos Saint-Jacques, les saler légèrement. Je vais y mettre juste un petit peu d'huile d'olive pour les cuire. Donc il nous reste à griller nos Saint-Jacques. Donc le grill est bien chaud. Que sur un côté, voilà. Et je pose mes Saint-Jacques pour qu'elles finissent de cuire en fait avec cette vapeur.
Voilà. Donc c'est un principe avec lequel vous pouvez adapter une cuisson de volaille, une cuisson de poisson, même une ouverture de coquillage, hein, puisqu'on est dans le thème. Vous mettez des coques ou des moules dans cette vapeur-là, et en fait vous refermez et vous poussez en cuisson, et du coup en fait c'est cette vapeur qui va ouvrir les coquillages 2-3 minutes, et on va pouvoir faire un petit dressage. Un peu de sauce verdoyante, des petits cubes de butternut, les Saint-Jacques, la feuille de chou, les oignons, quelques lamelles de champignons de Paris, des feuilles de cresson et un peu de jus d'orange réduit pour une pointe d'acidité. Et voilà l'assiette du jour. Bon appétit, Julie. Merci beaucoup Jean-Marie. La prochaine fois, je veux bien apprendre comment cuisiner au mieux le corail des Saint-Jacques pour ne rien jeter. Bon, bah, cette petite recette de Saint-Jacques, je sais pas pour vous, mais moi, elle m'a mise en appétit. Alors, si je trouve de belles coquilles demain sur le marché, j'expérimenterai bien volontiers les conseils de Jean-Marie. Alors, j'espère que ce voyage sur les routes de France à la découverte des coquillages comestibles qui font le charme de nos régions côtières vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à vous mettre au fourneau pour refaire ces plats, pour en inventer d'autres, pour les manger crus, sauf les ormeaux, ou cuits bien sûr, en faire des soupes, des fumées. Les coquillages sont bons pour la santé. Ils sont riches en oligo-éléments, en magnésium et en vitamines. Mais attention à la pêche à pied un peu trop sauvage et en trop grande quantité. Soyez respectueux du littoral. Allez, à bientôt pour de nouveaux carnets de Julie.